Est-ce qu'Étienne veut nous donner un coup de main juste là-dessus et puis après, Étienne... Essayez de faire la voix de Dany, en fait. En fait, la voix de Dany. Voilà, Est-ce qu'Étienne veut nous donner un coup de main ou pas du tout là-dessus? Bah, je suis pas sûre qu'il soit tout à fait prêt. Il n'est pas là, il n'est pas Il n'est pas là, il n'est pas arrivé, mais on Non, va faire... si, il est arrivé, mais le temps qu'il arrive jusqu'au studio. Bon. Je suis désolée. Hein. Je vous donne un coup de main si vous voulez. Bon, eh ben, en tout cas, on est ravis que vous ayez... Allez, je fais tripotaille, moi. Vous savez, Je pensais pas faire tripotaille comme ça ce soir. Hein. Étienne, on accueille Étienne Dao. Ouais. Étienne, bonsoir. Où vous voulez, après vous serez tout seul, là à côté de Valérie. Je sais que c'est la pire des trucs qu'on peut vous faire, Étienne Dao. Rocco Siffredi, monsieur Étienne Dao. Bonjour. Je sais que c'est la pire des trucs qu'on peut vous faire, mais juste souffler à l'oreille comme à Valérie, comme un À l'oreille, alors. À l'oreille. Voilà. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. Après l'amour comme un boomerang. Exactement. Après l'amour comme un boomerang. Les regards des jours passés, à pleurer les larmes dingues. D'accord, je t'avais donné. Moi, je vous propose de l'écouter. On va prendre le deuxième magnéto, pas le premier. Et puis après, vous restez tout seul avec nous, Étienne. On écoute le duo, histoire de vous mettre dans le ton, Valérie. Un petit bout du clip. Un petit bout Ouais, du clip. c'est Hein. génial. C'est génial. Il n'est pas prêt parce que j'ai changé l'ordre des magnétos et c'est du direct. C'est plus simple d'enregistrer. On serait pas là à minuit 26, on serait chez nous. Écoutez. Avec le son. Les bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai. C'est le single de l'album. Et maintenant, on a demandé à certains de vos proches, dont Dany, de nous dire quelle est la chanson de vos répertoires qui illustre le mieux ce que vous êtes. Vous regardez et on libère de vos petits camarades. Vous prenez la place de Valérie, elle vous convient celle-là? Très bien. Elle est chaude. À mon avis, celle de Rocco est plus chaude que la vôtre. Merci à vous. Le sujet de Gaël Legras. Merci Jean-Louis Borloo. Merci Roche Dizem. Merci Rocco Siffredi. Valérie, on vous aime. Merci, ben, bonne fin d'émission, amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Le sujet de Gaël Legras. En 20 ans de chansons et de danse chaloupée, Étienne Dao a croisé beaucoup d'artistes avec qui il a de nombreuses affinités. Nous sommes donc allés en voir quelques-uns qui ont sélectionné la chanson qui lui ressemble trait pour trait. Jean-Louis Pierrot a choisi le premier tube de Dao, celui à partir duquel Étienne devient le chanteur préféré des Jones au début des années 80. Et déjà, il y a dans son univers un thème récurrent qui met en lumière un aspect de sa personnalité. C'est assez autobiographique ce qu'il écrit. C'est une histoire très triste qui parle de quelqu'un qui souhaite ne pas se réveiller parce qu'il a un chagrin d'amour. C'est quelqu'un pour qui, c'est loin d'être le seul, mais pour qui l'amour compte beaucoup. Ça prend une grande place dans sa vie. Comme c'est quelqu'un qui a une énorme sensibilité, il arrive à trouver des mots qui touchent, qui nous ressemblent tous. Parce que évidemment, toutes les histoires d'amour sont différentes, mais on se retrouve tous dans ces textes parce que ce qu'il décrit, on l'a tous plus ou moins vécu. Mieux que moi en 86 n'est pas la chanson la plus connue de Dao. Mais si Dany l'a choisie, c'est parce qu'elle révèle qu'à cette époque, Dao livrait ses sentiments toujours avec une certaine pudeur. C'est très délicat, très joli, très sensuel, c'est très discret et en même temps c'est très plein d'amour. Edith, la chanteuse des Valentins, a choisi un morceau que Dao a écrit après avoir traversé une sale période. Usé par le succès, déprimé et victime de ragots, il revient de Londres avec une pêche retrouvée. Je me sens le cœur léger. Cependant, quand tout va bien, les failles ne sont jamais très loin. Presque trop heureux à en crever. C'est bête. Même s'il est heureux, il va se créer peut-être des choses pour aller chercher des petits trucs, la petite douleur, il va appuyer là et puis il va trouver tout ce truc-là, quoi. Dans son dernier live, Dao montre qu'au fil du temps, il a affirmé sa personnalité en interprétant un poème de Jean Genet. Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Raison pour laquelle Pierre et Gilles ont choisi cette chanson, loin du Dao candide et timide qu'ils avaient photographié en 84. Il s'inventait un monde idéal, un monde de rêve.
pour cacher aussi ses peurs, c'est toujours comme ça. Et petit à petit, il a su en parler de plus en plus. Aujourd'hui, Étienne semble donc s'être retrouvé. Le chemin, les mirages nombreux, avant que l'on se... D'où le sentiment de plénitude qui habite Ouverture et que Gérard Lefort adore. Dans ce récit sexy, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas sexuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas sexué. On ne sait pas s'il a rendez-vous avec un homme ou une femme, et c'est tant mieux, parce que du coup, tous les rêves sont possibles. Je pense que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans une belle inquiétude de lui-même. Peut-être qu'auparavant, il était dans une inquiétude beaucoup plus sombre, voire crépusculaire. Là, on a l'impression que le jour se lève. Étienne, merci d'être là, merci d'avoir choisi On peut pas plaire à tout le monde pour venir nous parler de l'album. Je vous présente Ariane. Bonsoir Étienne. Bonsoir, Ariane. Je peux vous poser la question que les téléspectateurs doivent se poser tout naturellement. Pourquoi vous êtes plus à l'aise tout seul qu'entouré ? Ah, je trouve ça plus facile de communiquer avec vous, comme ça je sais peut-être pas intervenir aussi facilement. Que Rocco, vous voulez dire ? Non, mais je regardais Valérie tout à l'heure, j'ai trouvé génial, parce que je trouvais que c'était pas facile pour elle avec Rocco, enfin c'est très ciblé quoi. Comme vous dites, ouais, c'est vachement ciblé, Rocco il est vachement ciblé. Non, je l'avais trouvé génial, je trouvais que c'était brillant. Mais pourtant vous avez un petit côté Rocco Siffredi, vous savez ? Il paraît. Non, mais je m'explique. De plus en plus, je trouve que dans votre façon de chanter, dans votre façon de parler, dans votre façon de bouger, vous avez presque un côté sexuel qui émane de vous, même plus sensuel. Vous êtes rendu compte de ça ? Est-ce que c'est indépendant de votre bonne volonté ou alors c'est au contraire, vous en jouez presque ? Enfin, j'apprécie le compliment, mais c'est vraiment tout à fait innocent, vraiment. Vous n'êtes pas un allumeur ? Non. Non. Vous n'avez pas cette impression-là, Ariane ? Il y a un côté... Non, oui, moi je trouve. Ça peut me gêner quand je le détecte. Il y a quelqu'un qui est là. Quand je le détecte chez quelqu'un, ça me dérange parce que c'est comme. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un côté quand même. Est-ce que vous en rendez compte ? Mes chansons parlent beaucoup de ça, donc forcément. Ah oui, mais là je parle pas des chansons, je vais y venir. Je parle de vous, l'attitude, de votre attitude, dans votre façon de communiquer. En chantant, en dansant. Sur scène. C'est très difficile de s'analyser soi-même et de se voir. Et si on vous le dit, vous le prenez comment ? Que vous avez un côté très sexuel ? Ça fait plaisir, il vaut mieux être ça qu'un tromblon, quoi. Est-ce que vous pensez que votre voix, elle contribue à ça ? Comment vous la trouvez, votre voix que des imbéciles ont critiquée ? Vous, votre voix, vous la trouvez comment ? Moi, elle me sert bien à chanter ce que je dois dire. Elle est parfaite pour définir certaines émotions que je cherche à faire partager. Donc, c'est un bon véhicule pour moi. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'hallucine, c'est que j'ai l'impression que vous ne vieillissez pas. Toujours l'impression que vous avez... Non, mais c'est vrai, on a toujours l'impression que vous avez 30 ans. Si, pour la banane, en revanche, c'est mieux comme ça, hein, que la banane de... Non, il y a eu oui, c'est vrai, vous avez des petits problèmes de coiffure, absolument. Mais c'est vrai, on a toujours l'impression que... Vous avez 30 ans, enfin je sais pas, voilà. J'en ai 45, je suis très content de les avoir, très content. Et on va y venir parce que la trentaine, elle vous faisait peur, la quarantaine, elle vous faisait peur. Encore un mot sur cette voix. Non mais quand on est petit, on a l'impression qu'à 30 ans on est un vieux, et c'est vrai que ça commence à partir de 30 ans. Pour un homme 40 Pourtant, ça vous faisait 45, peur, hein. Mais oui, parce que mes idoles étaient des idoles jeunes, c'était vivre vite, mourir jeune. Mais en fait, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau à 45. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Étienne Dao, il s'est bonifié. Mais j'espère. C'est comme le bon vin. J'espère. Pour la voix de tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire, elle disait, alors je disais qu'elle était lentille, enfin elle, c'est Mademoiselle Ariane, excusez-moi. Oui, elle, c'est d'un mal élevé. Qu'il était lentille Nasseri. Est-ce que vous êtes lentille Lara Fabian ? Oui, certainement, mais justement, je trouvais très cruelle, moi, la façon dont on s'est moqué d'elle, parce que c'est indélébile après. Et il y a une cruauté qui n'est pas justifiée. Finalement, c'est faire des chansons, essayer d'amener du plaisir. On peut travailler aussi sa voix, la vôtre, vous l'avez travaillée. Oui, je la travaille pour mon style. Mm-hmm. Non, je trouvais ça très cruel. Enfin, je cherche pas à défendre quoi que ce soit, mais je trouve qu'il le côté étiquette. Ouais, non, je trouve qu'on l'a stigmatisé d'une manière assez cruelle. Alors en tout cas, vous, ce côté sexuel que je décrivais, vous l'utilisez vous-même en parlant de votre travail. Vous dites, par exemple, qu'on vous découvre d'album en album, et vous dites, au début, je n'enlevais que vous opérez un striptease, en fait, d'album en album. Vous voyez ce que vous voulez ? Vous dites, au début, je n'enlevais que mon bonnet, puis mon écharpe. Là, j'ai l'impression d'avoir baissé la fermeture éclair. Encore un peu, vous êtes dans un film de Rocco, hein, je vous le dis. Oui, mais justement... le prochain album, il va être... Mais vous êtes de moins en moins pudique à 45 ans ? Bien sûr. Non, mais à 20 ans, on a peur de tout. On a peur de soi, de son image. Vous enfin,
on s'interroge toujours si on va être aimé pour les bonnes raisons. On est plein de frayeurs, donc on est un peu fermé. Mais là, en vous déshabillant, qu'est-ce qu'on doit... C'est une question un peu idiote, mais puisqu'on est censé vous comprendre de mieux en mieux d'album en album, puisque vous déshabillez de plus en plus, qu'est-ce qu'on doit comprendre de vous? Comprendre, je ne sais pas s'il y a des choses à comprendre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on doit voir d'être de plus en plus honnête. Mais que vous êtes quoi, Étienne Dao, si vous aviez à dire en une phrase que vous êtes un amoureux, fragile, sensible. Je suis un passionné en fait, je suis prêt à rentrer dans tous les murs. Ah ouais? Je vais à fond, ouais. Mais vous donnez pourtant l'impression d'être super... Je sais, parce que j'ai une attitude comme ça, mais c'est la télé aussi, ça me tétanise, donc... mais vous donnez l'impression d'être vachement timide et d'être très en retrait. En fait, votre physique presque ne vous sert pas qui vous êtes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Que vous êtes beaucoup plus fonceur, beaucoup plus... Bien sûr, bien sûr. Que l'image que vous avez d'être presque évanescent et évaporé. Pour un métier comme ça, je pense qu'il faut avoir une force de caractère, une vitalité très importante et ne pas douter. Donc là, vous êtes en train de dire que, par exemple, vous doutez peu, alors qu'on a l'impression d'un type qui doute tout le temps de lui. Oui, ça me permet de me remettre en question, mais je n'ai jamais douté que c'était ma vocation, que j'étais fait pour ça et que j'étais dans un axe que j'ai prolongé tout le temps. C'était vraiment... Enfin, je suis un homme heureux parce que je suis arrivé à quelque chose que j'aime et que j'essaie de développer. Un homme heureux est tourmenté ou un homme heureux tout court? Toujours. Le bonheur, c'est quelque chose de très fragile, c'est des montagnes russes, mais oui, je suis quelqu'un d'heureux. J'ai beaucoup d'atouts et beaucoup... Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est les privilèges de vivre de ce qu'on aime et d'être bien entouré. Et voilà, c'est génial. Donc il faut s'en rendre compte tout le temps parce que c'est très fragile, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Elle n'arrête pas de tourner sur son siège, donc elle a une question à poser là. J'ai juste un petit peu envie de faire pipi, mais ça n'a rien à voir. Ça fait longtemps. C'est pour ça. Vous dites que vous êtes cyclotimique aussi. C'est ça, les fameuses montagnes russes dont parlait Marco? Oui, mais un peu moins, justement. Le privilège de l'âge, c'est ça. C'est justement de parvenir à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus fort, même. Mais regardez, sur votre parcours sentimental, par exemple, vous avez dit aimer le relief accidenté de votre parcours sentimental, pourquoi pas? Et vos proches, eux, ils ont dit, enfin certains d'entre eux, qu'il vous arrive même de provoquer des accidents, un chaos, donc grosso modo d'avoir de la peine, pour vous aider à nourrir votre création. Non, mais ça, c'est atroce. Quoi, mais c'est atroce ou c'est vrai? C'est peut-être atroce, mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes grosso modo... Non, autrement, ce serait super mais c'est votre proche qui dit que vous êtes pervers et que vous avez besoin de souffrir pour être créatif. Oui, mais je pense que je suis mieux placé que mes proches pour parler de moi. Surtout que vous avez travaillé, vous l'avez dit, sur vous-même pour vous comprendre. Non, je crois que c'est vrai que comme je suis quelqu'un de très passionné, j'aime la difficulté, voire l'impossible. Il m'est arrivé d'essayer de faire marcher des histoires qui étaient totalement impossibles. Donc c'est vrai que... bon. Et aujourd'hui, Étienne Dao, il est amoureux, par exemple? Oui. Ouais. Donc toutes les chansons qu'on a entendues, où c'est l'amour qui casse, l'amour malheureux, enfin tout ça, aujourd'hui, elles sont plus d'actualité finalement. Non. Mais il y a une chanson justement sur le dernier album qui s'appelait Les Mauvais Choix, qui était sur la répétition des mêmes choses. Finalement, et ça, vous les avez réglés. Est-ce que, sans aller trop loin sur ce sujet, est-ce que c'est la psy? Enfin bon, c'est provisoire, tout est provisoire. Vous avez un côté quand même inquiet. Non, mais j'adore le côté provisoire aussi, parce que ça donne tout le luxe et toute l'importance de ce qui vous arrive. Est-ce que c'est la psy qui vous a permis de vous retrouver cohérent avec vous-même? Bien sûr. Parce que moi, j'ai lu... J'aurais dû commencer à 5 ans. Vous avez commencé il y a combien de temps? J'ai commencé en 93. Quand vous dites commencer à 5 ans... C'est jamais fini, hein, donc j'ai eu des breaks très longs. Et quand vous dites commencer à 5 ans, vous ne croyez pas si bien dire, enfin si, vous croyez si bien dire, mais on ne croit pas si bien entendre plutôt, parce que moi je ne savais pas tout ça de vous. Vous êtes né en Algérie pendant la guerre, votre père était militaire, il vous a abandonné très tôt à l'âge justement de 5 ans ou 4 ans, et vous avez assisté à des scènes d'une rare violence. Vous avez dit à 4 ans, je me souviens d'un climat de guerre et de sang séché, je me souviens avoir enjambé des cadavres pour sortir de l'école, pour rentrer vraiment à la maison. Mais ça a forcément conditionné votre personnalité. Bien sûr. Ça vous a fait vivre dans un univers à vous? Oui, ça a provoqué de l'insécurité. Et puis des angoisses de mort, justement, on évoquait cette rumeur tout à l'heure. Ça a réglé justement ces angoisses de mort. C'est marrant ce que vous dites, parce que vous dites on évoquait cette rumeur de mort, on n'en a jamais parlé là, depuis que vous êtes là. Si, ça a été évoqué peut-être dans le sujet. On a dit dans le sujet que vous alliez mal, mais on n'a pas dit que vous alliez... Si, il y a eu... c'est moi qui vais mal. Il y a eu quelque chose je suis sous le charme, c'est pour ça. Qui a évoqué ça, je pense. Justement, mais j'ai pas de problème à parler de ça, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Et donc, votre univers à vous, vous vous réfugiez dans un univers au moment de ces atrocités. Vous étiez presque quoi? Autiste? Non. C'est exagéré de dire ça? Oui, j'étais déjà complètement passionné de musique, donc la musique était ma vie, quoi. Et je pense que toute mon enfance et l'adolescence aussi, c'était vraiment les bouquins, la musique à fond. La solitude?
Pas la solitude, parce que j'ai eu la chance d'avoir des amis très bons, très forts. Est-ce que c'est ce parcours, disons, compliqué, ou en tout cas ce début de parcours compliqué, qui à un moment donné, quand vous êtes venu en France, quand vous êtes apparu bien des années plus tard, vous avez vécu les 400 coups et notamment la drogue. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a pourquoi ces substances illicites où apparemment vous avez tout essayé, vous avez dit, c'est le fait d'être revenu de si loin? Mais j'ai rien aimé en fait. Comment c'est clair? J'ai eu de la chance. Donc j'ai tout arrêté très vite. Vous n'êtes pas comme Johnny, quoi, pour monter sur scène, pour venir à la... Ça faisait partie de ma génération. Il y avait une espèce de choses exponentielles sur la drogue, le sexe. Donc évidemment, j'avais envie de faire partie du voyage. Vous avez tout tenté? Oui. Et vous n'êtes pas comme Johnny qui lui dit dans les colonnes du Monde il y a quelques années déjà que pour faire son métier aujourd'hui, il a besoin de se shooter, pas vous? Ah, pas du tout, au contraire. Moi, j'ai besoin d'être tout à fait lucide. Je veux absolument profiter de chaque moment. Être sur scène, c'est tellement extraordinaire qu'il faut vraiment bouffer tout. Où est-ce que vous vivez en ce moment? Parce que moi, je vous suis plus. Hein. À un moment, c'était Londres, Paris, Séville. Non, vous avez... Non, j'habite Paris. Enfin, je suis rentré à Paris depuis 97 et j'ai passé 2 ans à Londres. Mais les gens ont toujours l'impression que j'habite à l'étranger, mais c'est faux. On a aussi le sentiment que vous avez la bougeotte, parce que vous en parlez tout le temps. Tiens, j'irais bien m'installer là. J'adore bouger, oui, c'est vrai. C'est pour ça que la vie de tournée me convient complètement. J'adore changer d'endroit. Un peu comme Stéphane Echer, d'une certaine manière. Il n'aime pas rester sur place. Oui. Et vous avez un côté double en lisant les papiers sur vous. Un côté, vous êtes fêtard et vous arrive de rentrer très tard, mais aussi un côté ascète. Vous êtes, de temps en temps, vous rentrez très tôt. Vous avez un côté timide, mais aussi capable d'être super énergique. Vous aimez Sylvie Vartan, mais également un côté très underground. Est-ce que c'est preuve de quoi? De stabilité ou d'instabilité? Moi, je pense que ce sont toutes ces différences qui font l'unité de ce que je suis. Mais d'accord, mais vous êtes stable ou instable? Quand vous dites par exemple que sur le plan émotionnel, je suis en perpétuel danger, ça, on a l'impression que il faut faire ça et vous tombez quand même. Ah non. Ah bah c'est vous qui l'avez dit. Sur le plan émotionnel, je suis en perpétuel danger. Vous êtes vulnérable? Non, je crois que je suis ultra sensible, donc tout me touche à fond, vraiment. Par exemple, quand vous avez fait Nulle part ailleurs, il y avait eu un portrait. C'est très bon en même temps parce que ça me permet d'écrire aussi. C'est sûr que je pense que j'ai ça de commun avec beaucoup d'artistes. C'est que tout vous touche et tout est une matière finalement à retranscrire ce qu'on ressent. Mais ça dépend comment on le reçoit. Et par exemple, quand vous allez faire Nulle part ailleurs il y a quelques années, qui est un portrait qui dit rien de plus que les clichés qu'on a déjà vus 50 fois, il paraît que derrière ça vous met dans un tel état, vous êtes par terre et vous vous remettez à fumer par exemple. Oui, c'est vrai. Non, mais bon, c'était... Non, j'avais pas besoin de ça, quoi. C'était un moment pas terrible pour moi. Parce que vous avez des moments très down, quoi. Non, c'était pas ça. Il y avait, cette histoire de rumeurs, etc., qui avait été quand même assez lourde. J'étais surpris de voir à quel point les rumeurs ont la peau dure. Finalement, les rumeurs ont peut-être plus d'impact, des impacts assez négatifs, mais plus d'impact, finalement, que la réalité. Et ça, c'était fou, quoi, parce que ça m'avait mis hors de moi parce que j'avais fait un album que j'adorais, qui était vraiment pour moi un album très réussi. Je m'étais vraiment cassé le cul pour le faire. J'avais passé 2 ans et j'arrivais en France et on me parlait que de cette rumeur qui était un truc extérieur à moi. C'était un délire. Mais comme la Daomania, de 3 infirmières à Rennes. Enfin, Ouais. Et c'est comme la Daomania, un truc qui vous a échappé, la Daomania. C'est vrai ce qu'on disait tous les deux avec Ariane dans le sommaire, que quand vous rentriez dans vos chambres d'hôtel, vous trouviez un fan ou une fan dans votre lit. Ça vous est arrivé? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça doit faire bizarre, non? Ariane, ça lui arrive tous les jours, mais moi... Moi, si ça m'arrive tous les jours, d'être dans le lit de quelqu'un ou quelqu'un soit dans le mien. Voilà, elle dort, ça y est. Bon, de rentrer chez vous et d'avoir des fans dans votre lit, Ariane. Oui, bien sûr. Pas vous? Non. Ça vous arrivait vraiment? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, oui. Ouais. Et alors? Mais ça fout les chocottes? On touche pas aux fans? Je touche pas aux fans. Mais ça fait flipper? Oui, parce que tout d'un coup, je sais pas, quand le concert s'arrête et qu'on rentre dans sa chambre d'hôtel, on a envie de se doucher. Moi, j'aime bien que les choses s'arrêtent pour rester vraiment sur terre, quoi. Et c'est vrai que c'est étrange de trouver quelqu'un comme ça dans son placard. Donc voilà, certainement. Et quand vous dites que vous êtes un hypersensible, vous dites aussi qu'il faut avoir des couilles, justement. Rocco est parti, mais on est très dans les couilles. Quand on est un homme, pour chanter sa sensibilité, pourquoi on est vite catégorié comme pas très viril, quoi, d'une certaine manière? Tout à fait, parce que quand on est homme, on est tenu à une certaine attitude, à un certain verrouillage au niveau émotionnel comme ça. Et je trouve que c'est pas vrai, que la vérité elle est pas comme ça, que c'est pas la réalité. Mais ça c'est parce qu'aujourd'hui vous avez 45 ans et que vous êtes mieux dans votre peau que vous l'assumez, ou vous l'avez toujours assumé cette hypersensibilité? J'ai toujours assumé ça, parce que mes premiers albums c'était vraiment ça déjà. Et là, vous n'êtes pas encore à l'album de la maturité. Et la Rousseau a quelques longueurs d'avance sur vous, parce qu'elle est venue nous dire ici qu'elle était à l'album. Dès le deuxième à l'album de la maturité, vous pas encore. Je sais pas, la maturité, c'est très relatif. Vous n'êtes pas très la Rousseau, hein, Étienne.
Je la connais pas bien en fait. Nous bien, on l'a reçue 2 fois déjà. On est top au niveau de la Rousseau, on est super. Je pourrais pas dire grand chose sur elle. Non, mais l'album de la maturité, je sais pas, il viendra certainement. Je pense que je ferai ça très longtemps. Vos albums aujourd'hui, ils marchent évidemment, mais moins fort que les premiers. Est-ce que ça veut dire que le Etienne Dao mature, finalement, il se vend moins que l'Etienne Dao un peu plus barré? Probablement. Je pense que. Mais ça dépend. Je crois que les gens aiment de moi un certain type de chanson qui est très justement sur l'émotion. Donc quelque part, ça rejoint un peu ma véritable nature. Et quand j'ai essayé de faire des choses qui m'amusent et qui font partie aussi de ce que je suis, les gens sont un petit peu déstabilisés. Mais je pense qu'il faut déstabiliser aussi les gens. Il ne faut pas les laisser dans leur pompe. Et je pense que c'est important d'essayer de les amener ailleurs. Enfin, c'est vrai que je suis très content de vendre des disques et j'adore le succès. Oui, vous dites qu'il vous effraie quand même. Mais pas à n'importe quel prix. Non, pas du tout, j'adore. mais pas à n'importe quel prix. Je trouve que, justement, on a une espèce de puissance, d'une certaine manière, quand on a justement accès aux médias, on peut chanter, on peut dire des choses. Et je pense qu'on a une mission de pouvoir faire découvrir autre chose, d'autres artistes, prendre des gens de l'underground et les amener justement au public populaire. Je trouve que c'est important de le faire. Quand vous dites d'autres artistes, pour terminer, Rocco, il cherche son successeur. C'est qui le successeur d'Etienne Dao dans la génération actuelle? Vous n'êtes pas obligé de dire quelqu'un de Star Academy, parce qu'on ne vous croirait pas. J'ai pas vu. Oh, du coup, il y en a qui chantent bien quand même. Oui, super bien. J'ai pas regardé l'émission, je ne peux pas vous dire. Mais dans la nouvelle génération. Je sais pas. Et surtout... Non, mais qui vous aimez dans la nouvelle génération de chanteurs? J'aime beaucoup les gens de l'électronique en fait, donc j'ai dépassé un petit peu le côté chanson, parce que je trouve que c'est vraiment... Mais pourtant vous êtes revenu en arrière dans vos albums, l'album techno c'était le précédent, il avait moins bien marché, et là vous êtes revenu à un truc plus traditionnel, c'est-à-dire vous aimez ça mais vous... très lyrique, voilà, c'est pour ça. Mais j'ai une affinité d'abord avec leur attitude, avec ce qu'ils font, et puis je trouve que c'est la contre-culture, je trouve que c'est là qu'il y a un truc qui se passe. Et non, mais je voulais juste faire une parenthèse sur Star Academy. Vous n'êtes pas très sympa avec Star Academy parce que je trouve qu'ils chantent bien, et que la prof de chant de Star Academy, Armande Altaï, a été votre prof de chant. Oui, à un moment donné, oui. Elle a travaillé, Ariane. On va terminer en réécoutant comme un boomerang d'Etienne. C'est tellement bien. On réécoute, pour le plaisir. Je sens les baumes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire prête à pleurer. Ma réseau va s'étendre, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, du flashback enchaîné. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que j'ai le devrait. Bravo Etienne Dao. J'espère que Stéphane Blackovski va pas mieux.